En moins de 5 ans, 7850 km de route ont redessiné le Burkina Faso, comme si l'on avait compressé une décennie de travaux en un seul mandat. Ce bond brutal, presque irréel sur la carte, fait passer un pays jugé périphérique au rang de laboratoire d'infrastructures qui oblige les voisins et les bailleurs à revoir leurs certitudes et leurs priorités. Mais qu'est-ce que ce basculement signifie vraiment pour votre avenir quand Ibrahim Traoré apparaît comme l'architecte visible de cette accélération? Ce long ruban d'asphalte ouvre une porte encore entr'ouverte vers un autre quotidien. Le projet routier transformant le Burkina Faso ne s'annonce pas seulement comme une prouesse technique, mais comme un test grandeur nature de ce que peut produire une stratégie nationale fondée sur des ressources locales. Dès les premiers tronçons, une promesse implicite apparaît, celle d'un pays capable de bâtir sa croissance en maîtrisant ses propres leviers. Cette promesse, longue d'à peine 10 mots, repose sur une idée simple: accélérer sans dépendre. Elle devient le fil conducteur d'une transformation qui dépasse la seule mobilité. Au cœur de cette dynamique, les enjeux se multiplient. Les corridors ouverts modifient les échanges agricoles, stabilisent l'approvisionnement commercial et réduisent les pertes qui freinaient les ménages depuis des années. Pour les familles rurales, chaque kilomètre pavé rapproche les marchés, les soins et l'école. Pour les entreprises, l'amélioration logistique redéfinit les marges, sécurise les délais et crée un environnement plus prévisible. Pour l'État, l'enjeu est double: maintenir ce rythme tout en démontrant que cette révolution peut rester contrôlée, mesurable et durable. Et c'est ici qu'intervient le micro-hook. Que se passe-t-il lorsque la rapidité devient la nouvelle norme? La première révélation apparaît dès que l'on observe la courbe des travaux. 3200 km ont été livrés en moins de 3 ans. Un rythme que peu de pays de la région ont déjà soutenu. La deuxième révélation tient à l'effet immédiat. La moitié du temps de trajet entre plusieurs métropoles a disparu, reconfigurant en quelques mois des dynamiques économiques jusque-là figées. Ces deux éléments suffisent à montrer que l'on ne se trouve plus devant un simple programme d'infrastructure, mais bien devant une bascule structurelle orchestrée avec précision sous la direction d'Ibrahim Traoré. Depuis 2021, le pays a engagé une modernisation qui dépasse largement le transport. Les routes pavées deviennent un outil de cohésion sociale autant qu'un levier économique. Les communautés isolées commencent à se connecter à des pôles urbains auparavant trop lointains, créant une circulation nouvelle de produits, de services et d'opportunités. Les foyers agricoles, près de 450 000 selon les estimations, accèdent enfin au marché dans des délais compatibles avec la préservation de leurs récoltes. Les commerçants, eux, voient les chaînes d'approvisionnement se stabiliser, les pertes diminuer et les échanges se densifier entre villes et campagnes. À mesure que les corridors s'étendent, l'impact humain se précise. Les étudiants atteignent plus facilement les établissements scolaires, en particulier durant la saison des pluies qui paralysait autrefois les déplacements. Les services médicaux couvrent désormais des zones réputées inaccessibles pendant des années. Les jeunes adultes, souvent attirés par les villes côtières, redécouvrent leur pays et réinvestissent les activités locales. Chaque tronçon modifie des comportements, des routines et des trajectoires individuelles, preuve que l'infrastructure agit comme un accélérateur de confiance autant qu'un outil logistique. Cette mise en perspective révèle un basculement plus profond. Le Burkina Faso ne se contente plus de construire, il reconfigure la manière même dont la croissance, la mobilité et la souveraineté s'articulent. Ce qui semblait d'abord un chantier devient un système vivant qui redistribue les possibilités et redéfinit le quotidien. Dans cette transformation qui s'étend d'est en ouest, deux scènes précises permettent au sens de comprendre comment les premiers effets se matérialisent au plus près des habitants. À Kaya, une route autrefois impraticable durant toute la saison des pluies empêchait les élèves d'atteindre leur établissement pendant plusieurs semaines. Dès la mise en service des premiers tronçons pavés, la fréquentation scolaire a immédiatement augmenté, les trajets deviennent prévisibles, les retards diminuent et les enseignants constatent une régularité nouvelle dans le rythme d'apprentissage. Cette microdynamique locale, discrète mais mesurable, illustre comment une infrastructure modifie des décisions quotidiennes et renforce des trajectoires éducatives. Un deuxième cas, plus au sud, éclaire une autre dimension du changement.
Aux abords de Bobo Dioulasso, des coopératives agricoles vivaient sous la menace permanente des pertes post-récolte dues aux routes dégradées qui rallongeaient les délais d'acheminement vers les marchés urbains. Après la réhabilitation du corridor principal, les producteurs parviennent à livrer leurs denrées en temps voulu, réduisant nettement les pertes et stabilisant le revenu familial. Les commerçants, eux, observent une hausse du flux de clients et une meilleure prévisibilité des livraisons. Les villages environnants renouent avec un sentiment de circulation économique réelle, loin de la dépendance aux intermédiaires extérieurs. Ces deux microcases, différents par leur contexte, mais identiques dans leurs effets, montrent que, avant même les kilomètres finaux, le projet routier crée déjà des cercles vertueux. L'infrastructure n'agit pas comme un symbole, mais comme un outil concret qui change la vitesse, la portée et la qualité des interactions sociales et économiques. Le déclenchement réel du programme remonte à 2021, lorsque les premiers diagnostics nationaux identifient les zones où l'état des routes freine simultanément l'agriculture, le commerce et les services publics. Les équipes techniques locales sont mobilisées, d'abord pour cartographier les corridors stratégiques, puis pour planifier l'ordre d'intervention selon l'impact attendu. Le lancement surprend par sa vitesse, machines déployées, ateliers logistiques créés, ressources acheminées sur plusieurs fronts et une coordination centralisée qui réduit les temps morts. Ibrahim Traoré place alors la priorité sur l'autonomie, 9000 ingénieurs et techniciens locaux sont formés, 200 engins lourds sont acquis, et les procédures sont allégées pour accélérer la mise en œuvre sans compromettre la qualité. Cette première phase fixe un rythme que peu anticipé, marquant la rupture initiale entre un système hérité et une logique de construction continue. L'année 2024 devient le pivot. Le corridor reliant Adougou à Kaya est achevé et les effets apparaissent immédiatement. Le transport agricole chute de moitié en durée. Les pertes se contractent et les échanges s'intensifient le long de l'axe. Les villages isolés retrouvent une mobilité fonctionnelle, les commerçants voient les flux se densifier et les mineurs expédient leurs cargaisons sans retard vers les centres de traitement. La dynamique s'amplifie lorsque 750 km de routes pavées sont intégrées dans le réseau national en moins de 5 ans, redéfinissant le maillage interne du pays. Les pôles économiques, autrefois fragmentés, se relient par des corridors devenus fiables, modulables et capables d'absorber un trafic croissant. Les marchés ruraux s'étendent, les coopératives gagnent en compétitivité, les jeunes reviennent des villes côtières, attirés par les opportunités nouvelles créées autour des axes routiers. Le pays entre alors dans une phase où chaque kilomètre construit agit comme un multiplicateur économique et social. La montée en puissance devient visible même pour les observateurs régionaux, qui révisent leurs hypothèses face à cette accélération soutenue. La fin de 2025 marque le point de bascule. 750 km supplémentaires sont mis en service, reliant 14 zones minières au hub national. Les engins lourds travaillent au jour et nuit. Les équipes locales coordonnent les opérations avec une précision presque militaire et les villages traversés se transforment en couloirs d'activité. Marchés, ateliers mécaniques, stations-service, petits commerces, tout émerge au rythme des camions et des flux agricoles. Plus de 118 000 emplois directs et environ 400 emplois indirects apparaissent sur l'ensemble des corridors. Les femmes accèdent plus vite aux soins, les élèves se déplacent sans interruption saisonnière, les producteurs livrent à temps et les transporteurs réduisent leur coût de carburant de 27%. Les mines atteignent une capacité stable de 6,5 millions de tonnes expédiées par an sans blocage dû aux routes dégradées. Les retombées se diffusent dans la cohésion nationale, renforçant la confiance dans un État capable de planifier, exécuter et maintenir un projet à cette échelle. L'action concrète laisse alors une empreinte durable, un pays accélère, se reconnecte et se renforce. Les données disponibles permettent enfin de mesurer l'ampleur réelle de la transformation engagée sous la direction d'Ibrahim Traoré. 3 indicateurs structurants, suivis depuis le début du programme, révèlent une modification profonde des dynamiques internes. Premier indicateur, le temps moyen de transport a diminué de 50%. Cette réduction spectaculaire par son ampleur signifie que les produits agricoles, les matériaux industriels
et les marchandises essentielles circulent désormais avec une régularité qui n'existait pas auparavant. Les commerçants peuvent planifier leur rotation avec précision. Les producteurs livrent sans craindre de perdre une partie de leur récolte. Les services essentiels atteignent des zones rurales autrefois isolées, ce qui renforce la continuité logistique sur l'ensemble du territoire. Deuxième indicateur, le PIB rural a progressé de 20%. Cette hausse, imputée directement à la fluidité nouvelle entre foyers agricoles et marchés urbains, montre qu'un réseau routier fiable n'est pas une simple infrastructure, mais un multiplicateur de valeur pour les ménages. L'accès rapide au marché réduit les pertes post-récolte. Les familles sécurisent leurs revenus grâce à des ventes stables et prévisibles. Les coopératives améliorent leurs marges en maîtrisant leurs délais de livraison. Les villages périphériques bénéficient d'un regain d'activité qui favorise l'installation de nouveaux services locaux. Troisième indicateur, le trafic commercial a augmenté de 32%. Cette hausse témoigne d'une confiance renouvelée entre transporteurs, entreprises et marchés régionaux. Les chaînes d'approvisionnement gagnent en stabilité. Les trajets répétitifs deviennent plus économiques grâce à la diminution du carburant consommé sur des axes désormais pavés. Les petites et moyennes entreprises profitent d'une visibilité nouvelle sur leurs flux. Les corridors deviennent des artères économiques véritables, capables de soutenir un volume croissant de transactions. L'interprétation de ces trois chiffres dessine un modèle cohérent. La baisse du temps de transport, en réduisant les pertes et les incertitudes, stimule immédiatement les échanges. L'augmentation du PIB rural confirme que l'effet profite directement aux ménages agricoles qui représentent l'une des bases structurantes du pays. La croissance du trafic commercial, elle, reflète un écosystème logistique redevenu fonctionnel, attractif et lisible pour les acteurs économiques. Ces résultats chiffrés ne sont pas uniquement des preuves de performance, ils constituent des marqueurs de souveraineté. Le fait que la majorité des travaux soient menés par 9000 ingénieurs et techniciens locaux prouve qu'un savoir-faire national se consolide au fil du programme. Le pays réduit sa dépendance aux ressources étrangères. Les équipements lourds, acquis et gérés sur place, assurent une autonomie dans les opérations. La planification adoptée par l'administration montre que l'État n'agit pas dans l'urgence, mais dans une logique de continuité et de mesure. Le programme routier ne se définit donc plus par son ambition, mais par la cohérence entre chiffres, terrain et organisation interne. Les données confirment un mouvement profond. Une nation se réapproprie ses capacités, stabilise son économie et restructure la circulation de ses ressources. Deux visions opposées ont longtemps structuré le débat autour de l'expansion du réseau routier. La première, défendue par plusieurs analystes prudents, considérait que l'investissement massif dans les infrastructures risquait d'alourdir les finances publiques et de détourner les ressources de secteurs essentiels comme l'éducation ou la santé. Selon cette perspective, un pays en développement devait avant tout consolider ses services sociaux avant de s'engager dans une modernisation d'une telle amplitude. Le risque d'endettement excessif et de dépendance aux équipements importés constituait pour eux une menace réelle pour la stabilité future du Burkina Faso. La deuxième vision prenait le contre-pied. Elle voyait dans les routes un prérequis indispensable pour libérer le potentiel économique interne, reconnecter les régions isolées et créer un marché national cohérent. Les partisans de cette approche soulignaient que les pertes agricoles, les retards logistiques et les coûts de transport élevés formaient un verrou structurel empêchant l'économie rurale de se développer. D'après eux, l'investissement dans les corridors pavés constituait la seule manière de transformer durablement les flux commerciaux, de stimuler les revenus agricoles et de stabiliser les chaînes d'approvisionnement. La réponse aux deux positions se trouve dans les données concrètes. Les 9000 ingénieurs et techniciens formés localement ont fortement réduit la dépendance aux ressources extérieures, contredisant la crainte d'un projet piloté de l'étranger. La chute de 50% du temps de transport et l'augmentation de 32% du trafic commercial montrent que les routes ne sont pas un coût isolé, mais un dispositif qui améliore immédiatement la rentabilité économique. La hausse de 20% du PIB rural démontre que les ménages agricoles, souvent les plus vulnérables, bénéficient directement de cette dynamique. La maîtrise des opérations, rendue possible par l'acquisition de 200 engins lourds et la gestion locale des chantiers,
prouve qu'un endettement massif n'a pas été nécessaire pour soutenir le programme. L'analyse rétrospective révèle donc une synthèse solide. Les inquiétudes initiales étaient légitimes sur le papier, mais l'exécution méthodique, les résultats mesurables et la cohérence du dispositif ont largement atténué les risques anticipés. Un basculement inattendu survient. À mi-parcours, le programme routier cesse d'être perçu comme un chantier ambitieux pour devenir un révélateur de souveraineté nationale. Les nouveaux corridors, désormais opérationnels, modifient simultanément les flux agricoles, miniers et commerciaux, créant une dynamique que même les observateurs les plus sceptiques n'avaient pas anticipée. Les jeunes quittant autrefois les villes côtières retournent vers les zones intérieures, attirés par des activités économiques rendues possibles grâce à la fiabilité des axes pavés. Les femmes accèdent plus rapidement aux soins, les élèves rejoignent l'école sans interruption saisonnière et les petites entreprises installent leurs ateliers au bord des routes. Ce point médian révèle une vérité structurelle. La route n'est plus une infrastructure, mais un instrument de pouvoir économique et social. Les indicateurs confirment ce glissement. Les flux logistiques se stabilisent, les pertes agricoles se contractent, les villages isolés se reconnectent à l'économie nationale. Ibrahim Traoré apparaît alors comme la figure centrale de ce renversement, non par discours, mais par résultats visibles et mesurables. Le midpoint dévoile ainsi une nouvelle réalité. Le pays n'avance plus, il se réorganise. Les impacts concrets du programme routier se manifestent différemment selon les groupes, révélant une mosaïque d'effets mesurables qui structure désormais la vie économique et sociale du Burkina Faso. Pour les agriculteurs, la réduction de 50% du temps de transport transforme entièrement le calendrier des récoltes. Plus de 2,1 millions de tonnes de produits alimentaires circulent chaque année sans perte majeure grâce aux corridors pavés. Les coopératives optimisent l'usage de véhicules frigorifiques, stabilisant revenus et volumes. Les familles rurales constatent une disponibilité accrue des marchés, ce qui renforce leur sécurité alimentaire. Pour les entreprises et les commerçants, les routes pavées représentent un changement de paradigme. Le trafic commercial augmenté de 32% reflète une meilleure prévisibilité des flux et une diminution des coûts pour les transporteurs. Les petites et moyennes entreprises se multiplient le long des axes, encouragées par un environnement logistique plus fiable. Les chaînes d'approvisionnement gagnent en cohérence, ce qui réduit les retards et améliore la compétitivité des produits locaux. Les acteurs privés bénéficient d'une économie plus fluide, mieux connectée et moins exposée aux risques extérieurs. Pour les communautés rurales et les services publics, l'amélioration de l'accessibilité change les priorités quotidiennes. Les élèves accèdent aux écoles sans craindre les interruptions provoquées par les routes inondées, améliorant ainsi régularité et résultats. Les services médicaux atteignent plus vite les villages isolés, renforçant la prise en charge des urgences. Les habitants se déplacent plus facilement pour des démarches administratives, intégrant davantage les territoires éloignés au fonctionnement national. La mobilité accrue ravive des villages auparavant stagnants, créant des dynamiques sociales nouvelles et durables. Pour le secteur minier et industriel, l'effet est tout aussi structurant. Les 14 principales zones minières disposent désormais de corridors fiables, acheminant 6,5 millions de tonnes de minerais vers les centres de traitement. Les coûts de carburant pour les transporteurs diminuent de 27%, améliorant la rentabilité des opérations. Les entreprises industrielles bénéficient d'une logistique plus stable, ce qui attire les investisseurs internationaux. Les gains d'efficacité démontrent que le pays maîtrise désormais ses propres infrastructures, réduisant les risques d'interruption majeure. L'ensemble de ces conséquences révèle un système désormais capable de maintenir un niveau de performance homogène sur plusieurs secteurs simultanément. Les routes cessent d'être un réseau passif. Elles deviennent la colonne vertébrale de l'économie nationale. Ibrahim Traoré apparaît comme l'artisan d'une stratégie où chaque groupe bénéficie d'une amélioration mesurable, renforçant la cohésion interne et consolidant une souveraineté concrète, vécue au quotidien. Le Burkina Faso entre dans une phase où les prochains mois seront décisifs pour consolider ou ralentir la dynamique enclenchée. 3 trajectoires réalistes permettent d'anticiper l'évolution du programme routier et des effets qu'il génère.
Le scénario de base s'appuie sur le rythme actuel, les corridors déjà opérationnels continuent de stimuler l'économie rurale, les échanges commerciaux se maintiennent et les coopératives agricoles gagnent en stabilité. Les foyers agricoles poursuivent leur progression grâce à des délais de livraison fiables. Les zones minières expédient sans retard leurs 6,5 millions de tonnes annuelles, consolidant l'apport industriel. L'administration, sous la direction d'Ibrahim Traoré, veille à une maintenance régulière, condition essentielle pour préserver les gains acquis. Le scénario optimiste se construit sur la possibilité d'une extension accélérée. Plusieurs corridors secondaires pourraient être achevés avant la fin du cycle de 12 mois, ouvrant l'accès à des zones encore enclavées. Les revenus agricoles progresseraient avec une nouvelle réduction des pertes et le PIB rural pourrait connaître une hausse additionnelle. Les jeunes reviendraient en plus grand nombre vers les régions intérieures, stimulés par l'émergence de marchés locaux et d'ateliers proches des axes routiers. Les petites entreprises renforceraient leur implantation, attirant investisseurs et partenariats. La souveraineté logistique, déjà visible, gagnerait en intensité. Le scénario pessimiste repose sur 3 risques identifiés: aléas climatiques, maintenance insuffisante et tensions budgétaires. Des épisodes de pluie intenses ou un manque de coordination pourraient ralentir le rythme. Certaines communautés resteraient partiellement isolées, limitant l'effet multiplicateur observé ces dernières années. Les coûts logistiques pourraient se tabler de Saint-Pierre et se stabiliser plutôt que diminuer, freinant la compétitivité des filières agricoles et industrielles. Toutefois, les fondations posées depuis 2021 offrent une résilience importante. Formation locale, engins nationaux, corridors prioritaires déjà fonctionnels. Ces 3 trajectoires illustrent une certitude fondamentale. La qualité de la planification déterminera l'ampleur des gains futurs. Le pays ne dépend plus uniquement de la construction, mais de sa capacité à maintenir, ajuster et hiérarchiser les interventions. Une recommandation simple s'impose. Pensez chaque tronçon comme un levier conditionnel. Si la maintenance tient, alors la croissance suit. Les transformations provoquées par les routes pavées touchent directement les citoyens, chacun selon sa réalité quotidienne. Pour le groupe A, composé des familles rurales, l'accès rapide au marché change la relation au temps et aux revenus. Les trajets plus courts réduisent les pertes agricoles et stabilisent la saison des ventes. Les enfants se rendent à l'école sans interruption liée aux intempéries, renforçant leur progression scolaire. Les services médicaux atteignent les villages plus vite, améliorant la prise en charge des urgences et des suivis réguliers. Ces 3 regards soulignent une réalité commune. Les routes ne sont pas seulement un outil de déplacement, mais un vecteur de transformation sociale et économique. Elles renforcent la confiance collective dans la capacité du pays à se structurer autour d'un projet national cohérent. Un plan structuré émerge pour transformer les routes pavées en levier durable de développement. Étape 1, coordination nationale. Le gouvernement supervise la maintenance trimestrielle des axes prioritaires en mobilisant les équipes locales déjà formées. Les délais d'intervention deviennent l'indicateur principal pour mesurer l'efficacité. La stratégie vise à éviter toute dégradation susceptible de perturber les gains économiques réalisés depuis 2021. Ibrahim Traoré valide ensuite les ajustements opérationnels selon les besoins émergents. Étape 2. Identification communautaire. Les collectivités locales cartographient les zones nécessitant des raccordements supplémentaires, avec des consultations régulières auprès des habitants. Les retours de terrain servent d'outils de priorisation et permettent de cibler les corridors à fort impact social. Les décisions se basent sur la rapidité d'accès aux écoles, soins médicaux et marchés agricoles. Les progrès s'évaluent via des enquêtes trimestrielles. Étape 3. Optimisation des flux économiques. Les coopératives agricoles et les petites entreprises utilisent les corridors pour améliorer la circulation des marchandises. Les indicateurs portent sur le volume transporté et la réduction des pertes. Les transporteurs ajustent leurs itinéraires pour maximiser l'efficacité. Les revenus locaux deviennent le marqueur tangible du succès. Étape 4. Valorisation des services publics. Les autorités éducatives et sanitaires exploitent les routes pour accroître la couverture des établissements. La fréquentation scolaire et l'accès rapide aux hôpitaux deviennent les mesures clés. Les villages isolés bénéficient d'une intégration progressive dans le réseau national. Les services publics obtiennent une visibilité nouvelle sur leurs performances. Étape 5. Pilotage stratégique.
L'administration centrale analyse toutes les données tous les 6 mois pour ajuster le programme. Les ressources sont redistribuées vers les zones à effet immédiat. Les décisions s'appuient sur une logique de cohérence territoriale. Ce pilotage garantit que chaque kilomètre construit continue de renforcer l'unité nationale. Les scènes observées à Kaya et autour de Bobo-Dioulasso prennent une résonance nouvelle lorsqu'on les replace dans la trajectoire globale du pays. Les élèves qui arrivent à l'école sans craindre les pluies et les coopératives qui livrent enfin leur récolte à temps ne sont plus de simples anecdotes locales, elles deviennent les symboles vivants d'un changement structurel. Les routes pavées, en reliant ces espaces autrefois fragiles, créent des ponts entre les aspirations individuelles et les dynamiques nationales. Ce lien, visible au quotidien, nourrit un sentiment de confiance collective. À mesure que les corridors s'étendent, les transformations gagnent en profondeur. Les marchés s'animent, les villages se réveillent, les services publics reprennent souffle et les jeunes retrouvent des raisons de construire leur avenir sur place. La vision portée par Ibrahim Traoré prend ainsi une dimension humaine qui dépasse les chiffres et les rapports techniques. Elle s'incarne dans les trajets plus courts, les revenus stabilisés et la possibilité pour chacun de participer à un pays qui se reconstruit. Chaque route construit une possibilité nouvelle. Les routes pavées ne se limitent plus à relier des villes. Elles deviennent un symbole d'autonomie, d'ambition et de confiance retrouvée. Elles rappellent qu'un pays peut redéfinir son destin en s'appuyant sur l'énergie de ses communautés, la rigueur de ses institutions et la volonté de construire quelque chose qui dépasse une génération. Elles invitent également chacun à réfléchir à la manière dont les infrastructures influencent non seulement l'économie, mais aussi le tissu social, les trajectoires individuelles et les espoirs collectifs. En partageant ces évolutions, en soutenant les initiatives locales et en échangeant vos perspectives, vous contribuez à renforcer cette dynamique nationale. Le dialogue devient alors un prolongement naturel de ces routes, un espace où se croisent idées, expériences et visions pour l'avenir. Et vous, comment percevez-vous cette transformation et ce qu'elle révèle du potentiel africain ? Partagez votre avis et poursuivez la conversation.